Youssef Indy, bonjour. Nous nous étions rencontrés ensemble au dernier colloque sur le Yémen, Oui, puis à la suite de ça dans l'émission Guerre et Paix du Cercle des Volontaires. oui. Et par la force des choses, nous nous retrouvons face à face avec grand plaisir. J'avais vraiment apprécié vos points. Merci. Jean-Maxime Corneille, tout aussi heureux de vous retrouver. Aujourd'hui donc émission sur le wahhabisme et sur l'actualité. Nous allons essayer peut-être de débriefer, de faire une sorte de bilan d'étape de ce qui nous est servi là dans l'actualité. Nous avons vraiment des aspects assez sensibles. D'une part l'actualité en France et d'autre part l'actualité en Syrie, avec donc en France vraiment les attentats, il y a vraiment des points intéressants. Certainement dans le fait que les gens commencent à se poser les bonnes questions, précisément sur la question de l'origine du mal wahhabite et la question de savoir jusqu'à quel point cela peut y aller. Quel a été votre sentiment là-dessus, quant à l'évolution de la situation en France ? Alors, si on doit évoquer le wahhabisme, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le parallèle entre le wahhabisme à sa naissance et le wahhabisme à son arrivée. Je m'explique, Daesh est clairement le dernier avatar du wahhabisme. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, en réalité, les actes de Daesh, je dirais pas l'organisation en tant que telle, hein, mais sa sauvagerie, ses modes opératoires, on peut dire, ressemblent beaucoup plus aux actes commis par les Saouds et Mohammed ibn Abdul Wahhab au milieu du XVIIIe siècle qu'à l'Arabie saoudite moderne, qui s'est, entre guillemets, formalisé, un État terroriste formalisé. Lorsque le wahhabisme a connu ses premières expansions dans la péninsule arabique, nous avons vu, en tout cas nous avons des documents qui le prouvent, les troupes saoudiennes dirigées par le guide spirituel entre guillemets Mohammed ibn Abdul Wahhab commettre des massacres de masse, éventrer les femmes enceintes, tuer les hommes, achever les blessés au sol, aucune pitié pour les fuyards, etc. Aujourd'hui, on voit Daesh commettre exactement les mêmes atrocités à une toute autre échelle, mais le wahhabisme a opéré durant, en tout cas à ses débuts, des décennies et des décennies, jusqu'à l'instauration du royaume saoudite en 1932. Voilà ce que je peux dire sur le wahhabisme dans les faits. Maintenant, en France, ce qui se passe, c'est que on est dans une situation qui ressemble à une situation de pré-guerre civile, où on nous présente ces terroristes comme des musulmans radicaux ou des islamistes, alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les profils, lorsqu'on se penche sur les profils de chacun, on se rend compte que ce sont soit des anciennes prostituées, des voyous, des assassins, des dealers, des fumeurs de shit, ou des ivrognes. Ou des ivrognes. En réalité, on a affaire là à des athées, des athéistes en puissance qui sont passés d'un athéisme à un autre en réalité, c'est-à-dire le wahhabisme. Je dirais pas que c'est un athéisme, mais j'appellerais ça plutôt un antinomisme, une religion sans transcendance, ni transcendant, ni réelle divinité. C'est une religion matérialiste. Le parallèle pourrait être peut-être très intéressant avec les anarchistes de l'époque tsariste, c'est-à-dire les paumés, à l'occasion de toutes les révolutions ou de tous les mouvements de déstabilisation, on a toujours des paumés sous une estampille ou sous une autre qui sont réellement utilisés comme les petites mains dans les opérations terroristes, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont toujours mis en tête, mis en première ligne. C'est d'autant plus ironique d'ailleurs quand on voit la devise anarchiste ni Dieu ni maître, alors qu'à vrai dire ils ont toujours été les pantins et les marionnettes de tous les pires mouvements. Juste peut-être pour la parenthèse, dans cette interaction, je voudrais peut-être rajouter exactement 2 points là-dessus, sur ce que nous avions déjà évoqué en fait lorsque nous nous sommes rencontrés, à savoir que exactement en lien avec la naissance du royaume wahhabite,
Clairement, le wahhabisme avait pris des peignets au XIXe siècle parce que c'était fait vraiment identifier comme un mouvement complètement hystérique et d'une violence vraiment l'exact inverse de la violence qui fait la civilisation. C'est-à-dire la question c'est toujours non pas la violence, mais la violence à quel point. Ce qui était très intéressant, c'est que dans les années 30, exactement 1930, nous avions eu un agent français. À l'époque, nous avions donc l'Empire français qui était dont énormément de ressortissants étaient donc musulmans et qui allaient faire le pèlerinage de la Mecque. Oui. Nous avions eu un agent qui s'appelait Xavier de Hautecloque. D'ailleurs, j'ai amené le livre, au moins pour la curiosité, parce que c'est une pièce historique juste pour l'arrière-plan. Il n'y a pas énormément d'éléments dedans. Néanmoins, il disait des choses fondamentales, à savoir, d'une part, d'où venait le wahhabisme, et d'autre part, dans quelle direction il allait. C'est-à-dire que il rappelait exactement le point que vous avez énoncé, c'est que le wahhabisme n'aurait eu aucun succès sans les armes, sans les moyens de transmission et sans la logistique du renseignement anglais. Ce qui nous amène, petite parenthèse, au livre de Jean-Michel Vernochet. Exactement, sur lequel on va arriver, parce qu'à la base, ce livre est réellement capital, en plus opérationnel, vraiment petit format, pour comprendre exactement le sujet clé aujourd'hui, c'est-à-dire sans 500 pages de doctrine, juste l'aspect opérationnel des choses. D'où cela vient et vers où ça va. Quand on a réellement autant de liens avec des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des pays dont la religion officielle est le wahhabisme, on doit se poser les mêmes questions que se posait donc cet agent français dans les années 30. À qui cela va bénéficier ? Concrètement, il disait clairement que l'instrumentalisation des pires extrémistes servait à constituer un royaume, et là il y a une actualité absolument brûlante du propos, un royaume qui depuis l'Arabie Saoudite allait revenir jusqu'à la Syrie. C'était ce que disait, on se souvient de Lawrence d'Arabie, oui. Mais on parle jamais de Saint John Philby qui était derrière, et qui lui était bien plus l'orchestrateur de ça. L'actualité géniale, c'est que, dans le sens où le parallèle génial avec l'histoire, c'est que la Syrie était directement menacée. Syrie qui à l'époque était un mandat français qui s'est fait attaquer après la Première Guerre mondiale. L'actualité de ce qu'il se passe aujourd'hui en Syrie, en lien avec cette naissance d'un Daesh en tant que peut-être future Arabie Saoudite, en comprenant l'inverse, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite soit le Daesh qui aurait réussi, c'est tout à fait juste, mais actualisation donc assez fabuleuse. Oui, on peut faire le parallèle d'ailleurs lorsque les troupes d'élite des Saouds, qui s'appelaient les Ikhwan, lorsque les Ikhwan ont voulu conquérir l'Irak, ils avaient été stoppés net par les Britanniques. On peut vraiment faire le parallèle entre ces Ikhwan, c'est-à-dire ces fanatiques qui croyaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient adopté, ils avaient adopté le wahhabisme, c'était des wahhabites pur jus, qui y croyaient vraiment, alors que les Saouds, eux, utilisaient le wahhabisme et ses troupes en particulier à des fins politiques et géopolitiques. Alors aujourd'hui, Daesh, comme j'ai pu le signaler auparavant, est en train d'accomplir un projet qui est très ancien, le redécoupage du Proche-Orient, la destruction de l'armée syrienne et du gouvernement syrien, l'affaiblissement du Hezbollah et à terme servir les intérêts géostratégiques israéliens dans la région. Là, on arrive sur un point réellement intéressant, c'est-à-dire qu'en ce sens, il y a un certain nombre de voix dissidentes qui s'élèvent, ne serait-ce que chez les observateurs avertis, mais également certains hommes du sérail qui font sortir certaines informations. À partir du moment où donc les États-Unis ont quitté l'Irak en 2011, disons qu'on a tenté de repeindre Al-Qaïda comme quelque part un allié potentiel contre la Syrie au début de la guerre de Syrie. Puis deuxième point, la réaction des militaires américains qui ont dit en gros nous n'allons pas servir d'Air Force pour le compte d'Al-Qaïda. Et c'est à ce moment-là, voilà ce que disent les observateurs du sérail, du renseignement militaire américain, c'est que c'est à ce moment-là que le nom quelque part a été changé et qu'on a eu l'émergence d'une nouvelle entité qui s'est appelée l'État islamique. On lui donne plusieurs noms, plusieurs entités. La question en effet c'est à quelle fin ? Qu'est-ce qu'il crée autour notamment d'Israël ? Qu'est-ce qu'il crée en Irak et jusqu'à quel point la situation peut être dangereuse, c'est-à-dire créer toute une zone d'instabilité jusqu'à la Syrie. L'intervention russe sous cet angle-là est intéressante parce que c'est vraiment un holà qui est mis. Oui, alors lorsqu'on observe sur une période de courte durée l'évolution de Daesh, on ne peut pas comprendre
sa raison d'exister, ses finalités géopolitiques. Et moi, je pense qu'il faut revenir à des considérations de plus longue durée, historiques et géopolitiques, et se pencher sur le plan dont je parle souvent, qui a été d'ailleurs édité chez Sigest, le plan Oded-Yinon, que j'analyse en détail dans mon livre, que je remets en perspective, dans une perspective géopolitique et historique, pour comprendre l'origine, ou en tout cas, si on ne peut pas saisir l'origine de Daesh, sa finalité. Lorsque le plan israélien de redécoupage du Proche-Orient a été établi en 1982, puis repris par les Américains en 2002 et par le New York Times en septembre 2013, et donc lorsqu'on regarde ces cartes, on voit clairement l'Irak est divisé en plusieurs États, un État sunnite, chiite, un État kurde. Une balkanisation de la zone, oui. De l'Irak, de la Syrie en 4 États, etc. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et ce qu'explique Oded-Yinon, c'est qu'il dit donc l'objectif d'Israël sur la longue durée, c'est de faire donc de l'État d'Israël un État impérial dans la région. Pour ce faire, nous devons faire éclater les États proches d'Israël, en particulier l'Irak et la Syrie. Mais la guerre d'Irak, qui a été motivée par le lobby pro-israélien en 2003, n'a pas pu accomplir ce projet immédiatement. Il a fallu déjà en Irak opposer sunnites et chiites, ce qui n'était pas, contrairement à ce qu'on pense, une évidence. Lorsque les Américains ont fait sauter l'État baathiste, ils ont mis en place un pouvoir chiite corrompu, qui n'était pas du tout pro-iranien, mais plutôt pro-américain, et pour attiser la haine et la frustration des sunnites envers les chiites. Ouais. Et ce qu'on sait depuis peu, c'est que le noyau dur de Daesh est composé d'anciens généraux baathistes irakiens, qui sont en train de prendre leur revanche. On nous dit prendre leur revanche contre les États-Unis, mais en réalité, ils prennent surtout leur revanche contre les chiites. Mais il faudrait savoir qui donne les ordres à ces généraux, qui les paye, d'où vient l'armement de Daesh, etc., etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire lorsqu'on fait une analyse profonde de la situation actuelle, c'est que Daesh est en train d'accomplir le plan Oded-Yinon, c'est-à-dire faire sauter l'Irak, c'est déjà fait, mais les derniers verrous sont la Syrie et le Hezbollah. D'ailleurs, pour en venir à la Russie, lorsque la Russie a démarré son intervention au Proche-Orient, en Syrie en particulier, immédiatement, Netanyahou est parti avec son état-major en Russie pour avoir deux garanties de Poutine. La première, c'est qu'il pourrait, lui, Israël, continuer à bombarder à intervalles réguliers la Syrie. Et la deuxième garantie, c'est que les armes russes livrées à l'armée syrienne ne tombent pas entre les mains du Hezbollah. On a plusieurs dynamiques qui s'entrechoquent. Il était vraiment fondamental de rappeler que ces choses-là se comprennent à 50 ans et pas à 5 ans. C'est vraiment la constante des vraies dynamiques géopolitiques. Avec une vision de journaliste, on ne peut absolument pas comprendre et à la limite, on va surréagir sur l'instant. Il faut vraiment être à la fois pragmatique, mais également avoir vraiment le recul du temps long. Sur ce point, en plus, les Israéliens jouent un rôle assez trouble, puisqu'il y a un article qui est intéressant sur le site de l'auteur américain William Engdahl sur le fait que là, Israël a trouvé sur le plateau du Golan, c'est-à-dire qu'un terrain, une zone de terre qui est encore officiellement syrienne, mais retenue par Israël depuis la guerre des 6 jours. Or, il y a du pétrole dessous. Oui. Et clairement, on a des déclarations, elles sont citées dans l'article, génie et génocide, vous verrez. Oui. Sur le fait que Israël a un intérêt direct à l'affaiblissement total de la Syrie, oui. Un intérêt qui peut être récent et qui peut être parallèle au plan Oded-Yinon, donc déjà. Plus que parallèle, parce qu'Oded-Yinon lui-même parlait de récupérer les zones gazières et pétrolières. Alors il ne parlait pas du Golan à cette époque-là, en 1982, mais il parlait déjà du Sinaï, par exemple. C'est ça, et il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne découvre en général les vraies matières premières stratégiques que bien plus tard, comme s'il s'était agi d'un hasard au moment où on était à un endroit. Bien plus tard, on s'apercevra, oh là là, il y avait du pétrole. Le cas rwandais est très intéressant là-dedans. Il y avait du pétrole, des métaux précieux, etc. Mais on ne savait pas au moment où on y allait. C'était vraiment par hasard. Il faut quand même avoir
Encore une fois, le recul, c'est que les informations qui nous sont données sont en retard par rapport aux informations des initiés, c'est évident. Et l'histoire pétrolière regorge de ce qu'on appelle le déni stratégique, typiquement britannique, mais le déni stratégique, c'est-à-dire, si on est à un endroit, c'est évidemment par hasard. C'est ni pour l'or de l'Afrique du Sud ou les diamants, c'est certainement pas pour le coton du Soudan, c'est pas du tout pour le pétrole de Mésopotamie, c'est un total hasard. Donc avoir ce recul donc, concernant les matières premières stratégiques, en marge donc de l'aspect messianique justement concernant le Grand Israël, et surtout bien opposer ça au personnel donc, qui font vraiment du terrain, et notamment les militaires, notamment le renseignement militaire, où on assiste quand même à des alliances assez curieuses, qui sont beaucoup moins caricaturales. C'est-à-dire que même le renseignement militaire israélien essaye et quelque part en but avec ses propres dirigeants civils qui font prendre des risques fous. Je pense notamment à Meir Dagan, ancien patron du Mossad. Ses déclarations sur Netanyahou sont très claires. Il fait prendre des risques fous à Israël, et des gens comme ça à la tête de l'État, que ce soit en Israël, que ce soit chez Daesh, que ce soit chez n'importe qui, font prendre des risques fous à la région, mais quelque part par extension au monde. Ce qui nous amènerait peut-être là à notre incident proche potentiellement un incident de nature à créer la Troisième Guerre mondiale. Mais quand on a un Sukhoi 24 qui se fait descendre par les Turcs, voir que ce soit, disons que l'hypothèse principale que ce soit un État contre un État, j'estime qu'il y a d'autres hypothèses, c'est-à-dire que des forces paramilitaires ont très bien pu faire ça de façon à compromettre à la fois la Turquie et la Russie. Ça, c'est une opération qui est complètement négligée, enfin c'est une possibilité qui est complètement négligée, qui serait négligée avec un strict point de vue journalistique, mais que nous devons envisager. Parce que réellement, ce que disent les hommes du Sérail, notamment le renseignement militaire américain, c'est que par la Turquie transitaient des armes données par, quelque part, une armée fantôme en marge de l'armée américaine, qui est en fait l'évolution de ce que l'on appelait après Blackwater, c'est-à-dire les contractors, qui faisaient transiter des armes libyennes vers la Syrie via la Turquie, mais de façon, je veux dire, dans le dos, avec la complicité de certains services turcs, mais globalement dans le dos de l'armée américaine. Il n'est pas du tout possible qu'un incident de ce type ait été créé justement pour compromettre à la fois la Russie et la Turquie. Et en effet, quelque part, ça pourrait être une mèche pour quelque chose de plus grave. Alors l'autre interprétation qu'on peut avoir, qui n'entre pas en contradiction avec la vôtre, c'est que la Turquie fait, comme j'ai pu le dire, le boulot, le travail pour le compte des États-Unis, de Daesh, mais de manière plus cachée, plus occulte, d'Israël, parce que l'intervention russe, comme vous l'avez déjà dit, pose un énorme problème sur le plan géostratégique au Proche-Orient. Si la Russie annihile Daesh, ça change le scénario, oui. Ça modifie le scénario, et il faudrait faire une actualisation, réactualiser la géostratégie proche-orientale. C'est-à-dire, si, comme ils le font actuellement, ils desserrent l'étau autour de l'armée syrienne, que l'armée syrienne commence à reprendre du terrain, que Daesh est acculé en Irak et finalement éliminé en Irak par la Russie. Le scénario tomberait, oui. Le scénario du Grand Israël tomberait, et il faudrait la situation serait paradoxalement plus grave, parce que les fauteurs de guerre, les Israéliens, les pro-israéliens aux États-Unis, feraient tout leur possible pour déclencher là, pour le coup, une troisième guerre mondiale. Vous pensez que les deux incidents, parce qu'on parle de l'incident du Sukhoi, mais juste avant, un autre avion russe, cette fois civil, s'est fait descendre dans le Sinaï. Oui. Envisagez-vous donc la possibilité que ça soit... Vous savez, il faut bien avoir... l'objet de ces entretiens, c'est de redonner quelque part une culture du renseignement, et surtout l'inverse de la réaction hystérique des journalistes. C'est-à-dire qu'un attentat est toujours un message à faire passer. Ça, c'est un point vraiment important. Et le message est compris par ceux à qui il est destiné, et pas forcément par les journalistes du Monde qui vont vous expliquer que c'est affreux, ou que les avions russes, c'est des anciens Tupolev, etc. Ce genre d'explication, vraiment, c'est... Quelle est la vraie signification, en effet, vous pensez possible ce genre de représailles indirectes, ou un message à faire passer justement au moment où les Russes venaient de s'immiscer exactement dans le scénario, et d'une façon réellement qui a surpris l'OTAN? Alors l'avion commercial russe qui a été abattu et l'avion de chasse russe qui a été abattu peuvent être donc ces deux actes qui peuvent être qualifiés d'actes de guerre. Ces deux actes de guerre peuvent être interprétés comme des mesures de rétorsion contre la Russie. Le message
donné à la Russie, comme le feu qu'on avait allumé en Ukraine à la porte de la Russie. Exactement, c'est exactement le même message, Exactement. c'est-à-dire ne vous approchez pas de la Syrie. Tout comme Une lui-même, sorte de chasse gardée. Ouais. Poutine l'avait dit, il me semble, dès 2011-2012, la ligne rouge, c'est la Syrie. Ce qui m'a amené à développer l'idée de Syrie comme pivot géostratégique mondial. C'est là que tout se joue, c'est là que les puissances régionales et les puissances militaires régionales et mondiales s'opposent. Et le dénouement, la finalité de cette opposition en Syrie dessinera la géopolitique future et bouleversera certainement Ouais, c'est ça, l'avenir une double du lecture monde. à la fois stratégique et en plus qui rejoint des aspects complètement messianiques Oui. que connaissent quelque part les anciens chrétiens agnostiques, mais que connaît beaucoup plus l'islam, alors que les chrétiens catholiques les ont en partie oubliés. Oui. La Syrie est à la fois stratégique. Vous voyez encore une fois les articles de William Engdahl là-dessus sur l'aspect pétrolier. Le renseignement militaire américain, et notamment quelqu'un dont je traduis les textes, et plus tard nous mettrons cela en ligne, Steve Pechenik disait très clairement il y a 3 ans, de toute façon, la Syrie ne sera pas lâchée. Or, si vous voyez sur la carte ce qu'il restait de la Syrie loyaliste, donc loyale à Bachar al-Assad, c'était vraiment une bande côtière, il n'y avait réellement plus grand-chose. Il est très clair que la Russie a laissé vraiment les choses, non pas pourrir, mais voir jusqu'à où elle pouvait aller, et qu'en face, les différents agrégats de terroristes, de Daesh, de Al-Nusra, les terroristes modérés, etc., bénéficiaient d'effectifs illimités en provenance du sud-est, mais également du nord, par la Turquie. Les uns et les autres transitant par les deux zones, et ayant été formés, ça a été dit très clairement, notamment par Steve Pechenik, formés par des boîtes, par des entreprises privées type contracteurs américains, pour justement avoir des effectifs illimités contre Bachar al-Assad. La Russie a laissé faire ça. Il y a eu déjà des soutiens, ça s'était déjà passé au début des années 80, peu de gens le savent, mais la Russie a laissé faire ça jusqu'à un certain point. Par contre, la façon dont elle intervient là, et surtout en lien avec l'Iran, mais également, il semblerait, la Chine, et évidemment le Hezbollah, Bien sûr. c'est vraiment quelque chose de synchronisé, et c'est vraiment une alliance qui prend forme. En ce sens, quand on parle d'une communauté internationale, dans nos médias à nous, c'est l'Angleterre, les États-Unis, Israël, la France et l'Allemagne en tant que caniche, mais réellement, nous jouons là-bas un jeu qui est l'exact inverse de notre histoire, et surtout, nous devrions bien plus être des hommes de paix et comprendre la différence entre le vrai islam et le wahhabisme. Et c'est pour ça que j'avais été séduit justement par vos analyses qui sont vraiment capitales, et également le livre de M. Vernochet qui était vraiment... C'est le sujet des sujets en ce moment. Le wahhabisme d'aujourd'hui, c'est le bolchevisme d'hier, c'est-à-dire un risque pour la civilisation. Ce que disaient tous les initiés de l'époque, ce qu'aujourd'hui disent également les initiés du moment. Alors peut-être pour conclure, on peut dire que le wahhabisme est l'outil principal, fondamental de cette très large stratégie du choc des civilisations qui consiste à opposer le monde chrétien, ou plutôt le monde post-chrétien, au monde musulman, mais pas seulement au monde musulman, le monde russe orthodoxe et chinois. Et je tiens à dire que cette stratégie est une stratégie religieuse, messianique, qui a été élaborée dès le Moyen-Âge. On retrouve des textes... Ouais, c'est ça, dans votre livre, Occident Islam, c'est justement le... Il y a un l'aspect texte qu'on fondamental. trouve au Moyen-Âge, un texte important que j'analyse, qui parle très clairement du terrorisme en disant que les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, provoqueraient des troubles dans le monde et qu'en réponse à ces troubles-là, les fils d'Édom, c'est-à-dire les Européens, attaqueraient Ismaël, qu'ils chasseraient de Palestine. Nous y sommes. Ce sera certainement le mot de la fin justement pour de la nourriture pour l'esprit, comme diraient nos amis britanniques. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie. Regardez. Après Blackwater, c'est-à-dire les contracteurs, qui faisaient transiter des armes libyennes vers la Syrie via la Turquie, mais de façon, je veux dire, dans le dos, avec la complicité de certains services turcs, mais globalement dans le dos de l'armée américaine. Il n'est pas du tout possible qu'un incident de ce type ait été créé justement pour compromettre à la fois la Russie et la Turquie. Et en effet, quelque part, ça pourrait être une mèche pour quelque chose de plus grave. Alors l'autre interprétation qu'on peut avoir, qui n'entre pas en contradiction avec la vôtre, c'est que la Turquie fait, comme j'ai pu le dire, le boulot, le travail pour le compte des États-Unis, de Daesh
mais de manière plus cachée, plus occulte, d'Israël, parce que l'intervention russe, comme vous l'avez déjà dit, pose un énorme problème sur le plan géostratégique au Proche-Orient. Si la Russie annihile Daesh, Ça change le scénario, oui. ça modifie le scénario et il faudrait faire une actualisation, réactualiser la géostratégie proche-orientale. C'est-à-dire, si, comme ils le font actuellement, ils desserrent les taux autour de l'armée syrienne, que l'armée syrienne commence à reprendre du terrain, que Daesh est acculé en Irak et finalement éliminé en Irak par la Russie. Le scénario tomberait, oui. Le scénario du Grand Israël tomberait et il faudrait la situation serait paradoxalement plus grave parce que les fauteurs de guerre, les Israéliens, les pro-israéliens aux États-Unis feraient tout leur possible pour déclencher là pour le coup une troisième guerre mondiale. Vous pensez que les deux incidents, parce qu'on parle de l'incident du Sukhoi, mais juste avant un autre avion russe, cette fois civil, s'est fait descendre dans le Sinaï, Oui. envisagez-vous donc la possibilité que ça soit, vous savez, il faut bien avoir, l'objet de ces entretiens, c'est de redonner quelque part une culture du renseignement, et surtout l'inverse de la réaction hystérique des journalistes, c'est-à-dire qu'un attentat est toujours un message à faire passer. Ça, c'est un point vraiment important. Et le message est compris par ceux à qui il est destiné, et pas forcément par les journalistes du Monde qui vont vous expliquer que c'est affreux, ou que les avions russes, c'est des anciens Tupolev, etc. Ce genre d'explication, vraiment, c'est... Quelle est la vraie signification, en effet, vous pensez possible ce genre de représailles indirectes, ou un message à faire passer justement au moment où les Russes venaient de s'immiscer exactement dans le scénario, et d'une façon réellement qui a surpris l'OTAN? Alors l'avion commercial russe qui a été abattu et l'avion de chasse russe qui a été abattu peuvent être donc ces deux actes qui peuvent être qualifiés d'actes de guerre. Ces deux actes de guerre peuvent être interprétés comme des mesures de rétorsion contre la Russie. Le message donné à la Russie comme le feu qu'on avait allumé en Ukraine à la porte de la Russie, c'est exactement le même message, c'est-à-dire ne vous approchez pas de la Syrie. Tout comme lui-même, de chasse gardée, ouais. Poutine l'avait dit, il me semble, dès 2011-2012, la ligne rouge, c'est la Syrie. Ce qui m'a amené à développer l'idée de Syrie comme pivot géostratégique mondial. C'est là que tout se joue, c'est là que les puissances régionales et les puissances militaires régionales et mondiales s'opposent. Et le dénouement, la finalité de cette opposition en Syrie dessinera la géopolitique future et bouleversera certainement l'avenir c'est une double du lecture monde. à la fois stratégique et en plus qui rejoint des aspects complètement messianiques. Oui. Que connaissent quelque part les anciens chrétiens agnostiques, mais que connaît beaucoup plus l'islam, alors que les chrétiens catholiques les ont en partie oubliés. Oui. La Syrie est à la fois stratégique. Vous voyez encore une fois les articles de William Engdahl là-dessus sur l'aspect pétrolier. Le renseignement militaire américain, et notamment quelqu'un dont je traduis les textes, et plus tard nous mettrons cela en ligne, Steve Pechenik disait très clairement il y a 3 ans, de toute façon la Syrie ne sera Ni transcendant, ni réelle divinité. C'est une religion matérialiste. Le parallèle pourrait être peut-être très intéressant avec les anarchistes de l'époque tsariste, c'est-à-dire les paumés, à l'occasion de toutes les révolutions ou de tous les mouvements de déstabilisation, on a toujours des paumés sous une estampille ou sous une autre qui sont réellement utilisés comme les petites mains dans les opérations terroristes, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont toujours mis en tête, mis en première ligne. C'est d'autant plus ironique d'ailleurs quand on voit la devise anarchiste ni Dieu ni maître, alors qu'à vrai dire ils ont toujours été les pantins et les marionnettes de tous les pires mouvements. Juste peut-être pour la parenthèse, dans cette interaction, je voudrais peut-être rajouter exactement 2 points là-dessus sur ce que nous avions déjà évoqué en fait lorsque nous nous sommes rencontrés, à savoir que exactement en lien avec la naissance du royaume wahhabite, clairement le wahhabisme avait pris des peignets au 19e siècle parce que c'était fait vraiment identifier comme un mouvement complètement hystérique et d'une violence vraiment l'exact inverse de la violence qui fait la civilisation. C'est-à-dire la question c'est toujours non pas la violence, mais la violence à quel point. Ce qui était très intéressant, c'est que dans les années 30, exactement 1930, nous avions eu un agent français. À l'époque, nous avions donc l'Empire français qui était
dont énormément de ressortissants étaient donc musulmans et qui allaient faire le pèlerinage de la Mecque. Oui. Nous avions eu un agent qui s'appelait Xavier de Hautecloque. D'ailleurs, j'ai amené le livre, au moins pour la curiosité, parce que c'est une pièce historique juste pour l'arrière-plan. Il n'y a pas énormément d'éléments dedans. Néanmoins, il disait des choses fondamentales, à savoir, d'une part, d'où venait le wahhabisme, et d'autre part, dans quelle direction il allait. C'est-à-dire que il rappelait exactement le point que vous avez énoncé, c'est que le wahhabisme n'aurait eu aucun succès sans les armes, sans les moyens de transmission et sans la logistique du renseignement anglais. Ce qui nous amène, petite parenthèse, au livre de Jean-Michel Vernochet. Exactement, sur lequel on va arriver, parce qu'à la base, ce livre est réellement capital, en plus opérationnel, vraiment petit format, pour comprendre exactement le sujet clé aujourd'hui, c'est-à-dire sans 500 pages de doctrine, juste l'aspect opérationnel des choses. D'où cela vient et vers où ça va. Quand on a réellement autant de liens avec des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des pays dont la religion officielle est le wahhabisme, on doit se poser les mêmes questions que se posait donc cet agent français dans les années 30. À qui cela va bénéficier ? Concrètement, il disait clairement que l'instrumentalisation des pires extrémistes servait à constituer un royaume, et là il y a eu une actualité absolument brûlante du propos, un royaume qui depuis l'Arabie Saoudite allait revenir jusqu'à la Syrie. C'était ce que disait, on se souvient de Lawrence d'Arabie, oui. Mais on parle jamais de Saint John Philby qui était derrière, et qui lui était bien plus l'orchestrateur de ça. L'actualité géniale, c'est que, dans le sens où le parallèle génial avec l'histoire, c'est que la Syrie était directement menacée. Syrie qui à l'époque était un mandat français qui s'est fait attaquer après la Première Guerre mondiale. L'actualité de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en lien avec cette naissance d'un Daesh en tant que peut-être future Arabie Saoudite, en comprenant l'inverse, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite soit le Daesh qui aurait réussi, c'est tout à fait juste, mais actualisation donc assez fabuleuse. Oui, on peut faire le parallèle d'ailleurs lorsque les troupes d'élite des Saouds, qui s'appelaient les Ikhwan, lorsque les Ikhwan ont voulu conquérir l'Irak, ils avaient été stoppés net par les Britanniques. On peut vraiment faire le parallèle entre ces Ikhwan, c'est-à-dire ces fanatiques qui croyaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient adopté, ils avaient adopté le wahhabisme, c'était des wahhabites pur jus, qui y croyaient vraiment, alors que les Saouds, eux, utilisaient le wahhabisme et ses troupes en particulier à des fins politiques et géopolitiques. Alors aujourd'hui, Daesh, comme j'ai pu le signaler auparavant, est en train d'accomplir un projet, la Syrie et le Hezbollah. D'ailleurs, pour en venir à la Russie, lorsque la Russie a démarré son intervention au Proche-Orient, en Syrie en particulier, immédiatement, Netanyahou est parti avec son état-major en Russie pour avoir deux garanties de Poutine. La première, c'est qu'il pourrait, lui, Israël, continuer à bombarder à intervalles réguliers la Syrie. Et la deuxième garantie, c'est que les armes russes livrées à l'armée syrienne ne tombent pas entre les mains du Hezbollah. On a plusieurs dynamiques qui s'entrechoquent. Il était vraiment fondamental de rappeler que ces choses-là se comprennent à 50 ans et pas à 5 ans. C'est vraiment la constante des vraies dynamiques géopolitiques. Avec une vision de journaliste, on ne peut absolument pas comprendre et à la limite, on va surréagir sur l'instant. Il faut vraiment être à la fois pragmatique, mais également avoir vraiment le recul du temps long. Sur ce point, en plus, les Israéliens jouent un rôle assez trouble, puisqu'il y a un article qui est intéressant sur le site de l'auteur américain William Engdahl sur le fait que Israël a trouvé sur le plateau du Golan, c'est-à-dire qu'un terrain, une zone de terre qui est encore officiellement syrienne, mais retenue par Israël depuis la guerre des 6 jours. Or, il y a du pétrole dessous. Clairement, on a des déclarations, elles sont citées dans l'article, génie et génocide, vous verrez. Sur le fait que Israël a un intérêt direct à l'affaiblissement total de la Syrie, un intérêt qui peut être récent et qui peut être parallèle au plan d'Edinon, donc déjà. Plus que parallèle, parce que Dedinon lui-même parlait de récupérer les zones gazières et pétrolières. Alors il ne parlait pas du Golan à cette époque-là, en 1982, mais il parlait déjà du Sinaï, par exemple. C'est ça. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne découvre en général les vraies matières premières stratégiques que bien plus tard, comme s'il s'était agi d'un hasard au moment où on était à un endroit
Bien plus tard, on s'apercevra, oh là là, il y avait du pétrole. Le cas rwandais est très intéressant là-dedans. Il y avait du pétrole, des métaux précieux, etc. Mais on ne savait pas au moment où on y allait. C'était vraiment par hasard. Il faut quand même avoir, encore une fois, le recul. C'est que les informations qui nous sont données sont en retard par rapport aux informations des initiés. C'est évident. Et l'histoire pétrolière regorge de ce qu'on appelle le déni stratégique, typiquement britannique, mais le déni stratégique, c'est-à-dire, si on est à un endroit, c'est évidemment par hasard. C'est ni pour l'or de l'Afrique du Sud ou les diamants, c'est certainement pas pour le coton du Soudan, c'est pas du tout pour le pétrole de Mésopotamie, c'est un total hasard. Donc avoir ce recul donc, concernant les matières premières stratégiques, en marge donc de l'aspect messianique justement concernant le Grand Israël, et surtout bien opposer ça au personnel donc, qui font vraiment du terrain, et notamment les militaires, notamment le renseignement militaire, où on assiste quand même à des alliances assez curieuses, qui sont beaucoup moins caricaturales. C'est-à-dire que même le renseignement militaire israélien essaye et quelque part en but avec ses propres dirigeants civils qui font prendre des risques fous. Je pense notamment à Meir Dagan, ancien patron du Mossad. Ses déclarations sur Netanyahou sont très claires. Il fait prendre des risques fous à Israël, et des gens comme ça à la tête de l'État, que ce soit en Israël, que ce soit chez Daesh, que ce soit chez n'importe qui, font prendre des risques fous à la région, mais quelque part par extension au monde. Ce qui nous amènerait peut-être là à notre incident proche potentiellement un incident de nature à créer la Troisième Guerre mondiale. Mais quand on a un Sukhoi 24 qui se fait descendre par les Turcs, voir que ce soit, disons que l'hypothèse principale, que ce soit un État contre un État, j'estime qu'il y a d'autres hypothèses. C'est-à-dire que des forces paramilitaires ont très bien pu faire ça de façon à compromettre à la fois la Turquie et la Russie. Ça, c'est une opération qui est complètement négligée. Enfin, c'est une possibilité qui est complètement négligée, qui serait négligée avec un strict point de vue journalistique, mais que nous devons envisager. Parce que réellement, ce que disent les hommes du Sérail, notamment le renseignement militaire américain, c'est que par la Turquie transitaient des armes données par, quelque part, une armée fantôme en marge de l'armée américaine, qui est en fait l'évolution de ce que l'on appelle... Qui est très ancien, le redécoupage du Proche-Orient, la destruction de l'armée syrienne et du gouvernement syrien, l'affaiblissement du Hezbollah, et à terme servir les intérêts géostratégiques israéliens dans la région. Là, on arrive sur un point réellement intéressant, c'est-à-dire qu'en ce sens, il y a un certain nombre de voix dissidentes qui s'élèvent, ne serait-ce que chez les observateurs avertis, mais également certains hommes du Sérail qui font sortir certaines informations. À partir du moment où donc les États-Unis ont quitté l'Irak en 2011, disons qu'on a tenté de repeindre Al-Qaïda comme quelque part un allié potentiel contre la Syrie au début de la guerre de Syrie. Puis deuxième point, la réaction des militaires américains qui ont dit en gros nous n'allons pas servir d'Air Force pour le compte d'Al-Qaïda. Et c'est à ce moment-là, voilà ce que disent les observateurs du Sérail, du renseignement militaire américain, c'est que c'est à ce moment-là que le nom quelque part a été changé et qu'on a eu l'émergence d'une nouvelle entité qui s'est appelée l'État islamique. On lui donne plusieurs noms, plusieurs entités. La question en effet c'est à quelle fin? Qu'est-ce qu'il crée autour notamment d'Israël? Qu'est-ce qu'il crée en Irak et jusqu'à quel point la situation peut être dangereuse, c'est-à-dire créer toute une zone d'instabilité jusqu'à la Syrie. L'intervention russe sous cet angle-là est intéressante parce que c'est vraiment un holà qui est mis. Oui, alors lorsqu'on observe sur une période de courte durée l'évolution de Daesh, on ne peut pas comprendre sa raison d'exister, ses finalités géopolitiques. Et moi je pense qu'il faut revenir à des considérations de plus longue durée, historiques et géopolitiques, et se pencher sur le plan dont je parle souvent, qui a été d'ailleurs édité chez Sigest, le plan Odeginon, que j'analyse en détail dans mon livre, que je remets en perspective, dans une perspective géopolitique et historique, pour comprendre l'origine, ou en tout cas, si on ne peut pas saisir l'origine de Daesh, sa finalité. Lorsque le plan israélien de redécoupage du Proche-Orient a été établi en 1982, puis repris par les Américains en 2002 et par le New York Times en septembre 2013, et donc lorsqu'on regarde ces cartes, on voit clairement l'Irak est divisé en plusieurs États, un État sunnite, chiite, un État kurde. Une balkanisation de la zone, oui. De l'Irak, de la Syrie en 4 États, etc. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et ce qu'explique Odeginon, c'est qu'il dit donc l'objectif d'Israël sur la longue durée, c'est de faire donc de l'État d'Israël un État impérial dans la région. Pour ce faire, nous devons faire éclater
les États proches d'Israël, en particulier l'Irak et la Syrie. Mais la guerre d'Irak, qui a été motivée par le lobby pro-israélien en 2003, n'a pas pu accomplir ce projet immédiatement. Il a fallu déjà en Irak opposer sunnites et chiites, ce qui n'était pas, contrairement à ce qu'on pense, une évidence. Lorsque les Américains ont fait sauter l'État baathiste, ils ont mis en place un pouvoir chiite corrompu, qui n'était pas du tout pro-iranien, mais plutôt pro-américain, et pour attiser la haine et la frustration des sunnites envers les chiites. Et ce qu'on sait depuis peu, c'est que le noyau dur de Daesh est composé d'anciens généraux baathistes irakiens, qui sont en train de prendre leur revanche. On nous dit prendre leur revanche contre les États-Unis, mais en réalité ils prennent surtout leur revanche contre les chiites. Mais il faudrait savoir qui donne les ordres à ces généraux, qui les paye, d'où vient l'armement de Daesh, etc., etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire lorsqu'on fait une analyse profonde de la situation actuelle, c'est que Daesh est en train d'accomplir le plan Oded Yinon, c'est-à-dire faire sauter l'Irak, c'est déjà fait, mais les derniers verrous sont... Youssef Indy, bonjour. Nous nous étions rencontrés ensemble au dernier colloque sur le Yémen, Oui. puis à la suite de ça dans l'émission Guerre et paix du Cercle des volontaires. Oui. Et par la force des choses, nous nous retrouvons face à face avec grand plaisir. J'avais vraiment apprécié vos points. Merci. Jean-Maxime Corneille, tout aussi heureux de vous retrouver. Aujourd'hui donc émission sur le wahhabisme et sur l'actualité. Nous allons essayer peut-être de débriefer, de faire une sorte de bilan d'étape de ce qui nous est servi là dans l'actualité. Nous avons vraiment des aspects assez sensibles. D'une part l'actualité en France et d'autre part l'actualité en Syrie, avec donc en France vraiment les attentats, il y a vraiment des points intéressants. Certainement dans le fait que les gens commencent à se poser les bonnes questions, précisément sur la question de l'origine du mal wahhabite et la question de savoir jusqu'à quel point cela peut-y aller. Quel a été votre sentiment là-dessus, quant à l'évolution de la situation en France ? Alors, si on doit évoquer le wahhabisme, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le parallèle entre le wahhabisme à sa naissance et le wahhabisme à son arrivée. Je m'explique, Daesh est clairement le dernier avatar du wahhabisme. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, en réalité, les actes de Daesh, je dirais pas l'organisation en tant que telle, mais sa sauvagerie, ses modes opératoires, on peut dire, ressemblent beaucoup plus aux actes commis par les Saouds et Mohammed ibn Abdul Wahhab au milieu du XVIIIe siècle qu'à l'Arabie saoudite moderne, qui s'est, entre guillemets, formalisé, un État terroriste formalisé. Lorsque le wahhabisme a connu ses premières expansions dans la péninsule arabique, nous avons vu, en tout cas nous avons des documents qui le prouvent, les troupes saoudiennes dirigées par le guide spirituel entre guillemets Mohammed ibn Abdul Wahhab commettre des massacres de masse, éventrer les femmes enceintes, tuer les hommes, achever les blessés au sol, aucune pitié pour les fuyards, etc. Aujourd'hui, on voit Daesh commettre exactement les mêmes atrocités à une toute autre échelle, mais le wahhabisme a opéré durant, en tout cas ses débuts, des décennies et des décennies, jusqu'à l'instauration du royaume saoudite en 1932. Voilà ce que je peux dire sur le wahhabisme dans les faits. Maintenant, en France, ce qui se passe, c'est que
on est dans une situation qui ressemble à une situation de pré-guerre civile, où on nous présente ces terroristes comme des musulmans radicaux ou des islamistes, alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les profils, lorsqu'on se penche sur les profils de chacun, on se rend compte que ce sont soit des anciennes prostituées, des voyous, des assassins, des dealers, des fumeurs de shit, ou des ivrognes. Ou des ivrognes. En réalité, on a affaire là à des athées, des athéistes en puissance qui sont passés d'un athéisme à un autre en réalité, c'est-à-dire le wahhabisme. Je dirais pas que c'est un athéisme, mais j'appellerais ça plutôt un antinomisme, une religion sans transcendance.